Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Programme très dense ce soir avec l'affaire du squat des Arcs. Une famille désespérée, 6 mois que la maison dont ils ont hérité est squattée. Une manifestation est organisée demain, reportage et réaction dans quelques instants. Faut-il déconfiner certains territoires de notre région? La question se pose. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, demande en tout cas à ce que l'aire antiboise le soit, puisque le taux d'incidence y est désormais très bas. Et puis, les Azuréens du bout du monde, comme chaque vendredi, nous irons au Brésil. C'est d'actualité, rejoindre Benjamin, originaire de Saint-Raphaël. Il nous racontera les conditions de vie là-bas. Vous le savez, les vols qui sont interrompus entre la France et le Brésil, puisque le Brésil est frappé de plein fouet par la crise de la Covid-19. Voilà pour le sommaire, pas mal d'informations en bref. On parlera du destin des jeunes aussi avec un mouvement qui s'est lancé, des sentiers pédestres de l'Estérel, puisque une grande opération de financement est lancée et vous pourrez y participer. Puis nos reportages évidemment dans ce Grand Direct. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Ravi de vous retrouver. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec donc l'histoire de la famille Victor, maison squattée depuis 6 mois, une maison dont ils ont hérité et aujourd'hui ils sont à bout. Reportage aux Arcs dans le Var, donc signé Marion Colangelo. Jean-Philippe et Marie-Françoise sont à bout. Cela fait maintenant 6 mois qu'ils se battent pour pouvoir récupérer cette maison héritée de leur mère. Depuis septembre dernier, des squatteurs s'y sont installés et depuis plus rien. Pourtant, un juge du tribunal de Draguignan a ordonné une expulsion immédiate, mais la sous-préfecture n'a pas donné suite à ce jugement. Le juge a ordonné une expulsion immédiate en connaissance de cause. Donc, on demande simplement l'application de la loi. Voilà, la ministre du Logement nous dit expulsion immédiate, sous-entendu hors trêve d'hiver. Non, la juge, quand on a eu quand on était au tribunal avec ces gens-là, la juge leur a dit vous avez un moyen de relogement, parce qu'il faut quand même savoir que la mairie leur a proposé une mise à l'abri. Donc la juge leur a dit vous avez un moyen de relogement, vous êtes introduit de manière illégale dans ce logement, vous devez partir de suite. Une belle bâtisse composée de 2 appartements de 100 mètres carrés chacun, aujourd'hui habitée par une dizaine de personnes d'origine bosniaque, et ils ne comptent pas partir d'aussitôt. Et les dames nous disaient on est bien dans ta maison, on va rester dans ta maison. Elles étaient sûres d'elles, hein, je veux dire. Moi je disais mais vous vous rendez pas compte, vous êtes des voleuses de maison. Mais on est bien ici, donc on va rester ici. Aujourd'hui, le frère et la sœur sont dans l'incompréhension la plus totale. Ils voient petit à petit des étrangers prendre possession de leurs biens en toute impunité. C'est notre bien, on est violés, on a été violés. Attendez, dans cette maison, il reste encore tous nos souvenirs de quand on a grandi, de jeunesse. Nos photos, mes jouets quand j'étais petit. Enfin, c'est idiot ce que je vais vous dire. Mais c'est sentimental. Et on ne sait pas où c'est, on ne sait pas dans quel état on va retrouver tout ça. C'est impressionnant, c'est affolant, c'est affolant. Désespérés face à la non-réaction de la sous-préfecture, aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour alerter l'opinion publique. Mais les Victor appréhendent tout de même des représailles. On soulève des problèmes qui n'auraient pas été soulevés, disons, de façon publique avant. Voilà. Et c'est nous les boucs émissaires, là. Donc c'est un peu dangereux. Mais bon, on se laisse pas faire, parce que de toute façon, à la limite, c'est notre santé mentale qui est en jeu, là. Une manifestation aura lieu ce samedi matin devant la Villa Solemio, en espérant pouvoir faire avancer les choses en leur faveur. Voilà pour l'histoire donc de cette famille. Eric, c'est vrai que c'est un cas particulier, 6 mois d'occupation. Et pour aller plus loin, nous sommes ce soir avec la députée La République En Marche de la circonscription, justement sur Edme-Borgne. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette famille? Ils vont manifester demain, 6 mois d'occupation, au moins jusqu'à la trêve hivernale, la fin de la trêve hivernale a priori. On les sent quand même à bout et impuissants. Alors d'abord, on peut leur dire qu'ils sont dans leurs droits parce qu'effectivement, l'arrêté d'expulsion a été décidé, que les discussions sont bien avancées avec la famille qui occupe actuellement la maison dans laquelle ils aimeraient retrouver leurs habitudes.
j'espère vraiment qu'avant la fin du mois de mai, tout sera réglé pour qu'ils puissent récupérer leurs biens dès le 1er juin. Donc vous dites que des discussions sont en cours et que vous avez bon espoir. De toute façon, avec le raout médiatique désormais enclenché, on imagine qu'ils vont quitter les lieux. Alors, je le souhaite vraiment, mais il ne faut pas oublier que dans cette affaire, les manifestations, par exemple, je le souhaite vraiment de tout cœur, ne attise pas les difficultés qui peuvent avoir lieu entre les propriétaires et les occupants à titre illégal. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation humainement compliquée puisque c'est un bien qui revient par héritage à cette famille. Donc je comprends l'attachement personnel et je pense qu'il faut éviter à tout prix la récupération politique, les violences de gens qui souhaiteraient leur faire justice finalement et éventuellement les réactions communautaires qu'il pourrait y avoir autour de cette maison. Oui, parce que c'est une des craintes de la famille qui a accepté de nous répondre, les représailles. Est-ce que vous savez si la police est vigilante, si des mesures sont prises pour éviter d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs vous l'avez dit, l'apparition de violences? Bien sûr, d'ailleurs c'est tout à fait le rôle de la gendarmerie lorsqu'elle accompagne une expulsion, c'est bien de justement créer les conditions que tout cela se fasse dans le calme et la sécurité républicaine. Donc encore une fois, ils sont dans leurs droits. L'autre famille va être relogée parce qu'on rappelle quand même qu'il y a des enfants en bas âge, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la solution va être trouvée, j'en suis persuadée, mais on comprend qu'au bout de plusieurs mois, ce soit très compliqué. Et malheureusement, les avancées législatives qui ont été faites par La République En Marche au mois de décembre sur les expulsions de squats à 72 heures ne peuvent pas s'appliquer dans le cadre des maisons en fait, qui rentrent en héritage, puisque juridiquement, ce ne sont ni des résidences secondaires, ni des résidences principales. C'est un élément important là que vous venez de dire. Oui, parce que Madame la députée, on comprend mal effectivement la loi qui a réformé la procédure d'évacuation qui a été adoptée le 7 décembre 2020. C'est cette loi dont vous parlez. Absolument. Elle prévoit une chose quand même qui est importante. Elle prévoit que les évacuations forcées ne sont pas concernées par la suspension de la trêve hivernale. Donc la trêve hivernale a été repoussée jusqu'au 31 mai à cause de la Covid-19, mais normalement, ces personnes devraient pouvoir être expulsables avant cette trêve, d'après la réforme de cette loi, sauf que vous nous dites que ça ne tient pas compte du fait que c'est une maison qui est héritée et qu'il n'est donc ni une résidence secondaire, ni une résidence principale. Il y a donc de nouveau un vice dans la procédure. Absolument, et on le connaissait dès le départ, mais on a choisi de protéger les propriétaires de résidences principales et de résidences secondaires parce que la levée de ce type de biens d'un point de vue juridique, demandait plus de temps et donc aurait empêché la loi de s'appliquer pour la majeure partie des gens. Ils sont vraiment dans un tout petit pourcentage de gens qui récupèrent leurs biens après un temps d'inoccupation. C'est bien là qu'est le problème. Mais donc ça veut dire, Madame la députée, qu'il faut renforcer la loi et y inclure les maisons, les biens immobiliers hérités. Oui, tout à fait, mais ça demandera plus de temps que ce qu'on a fait au mois de décembre en quelques jours. Et donc vous pensez qu'on va pouvoir le mettre à l'agenda à un moment, enfin c'est une piste sur laquelle vous allez, vous, la majorité, travailler ? Bien sûr, et nous, moi j'étais par exemple assez favorable à ce qu'on n'allonge pas trop la durée de la trêve hivernale, justement pour que les propriétaires dans ce type de cas puissent expulser des gens qui occupent illégalement leurs biens. C'est absolument anormal, le droit parce que là, il y a un vide juridique évident sur cette histoire de maison héritée, mais la loi réformée du 7 décembre 2020 stipule, et c'est quand même incroyable, que les personnes qui vont être évacuées, c'est-à-dire les squatteurs, on a l'obligation de leur retrouver un logement. Mais ça a été proposé par la mairie des Arcs. Ils ont déjà une proposition. Oui, non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un vide juridique sur les maisons héritées, mais qu'il n'y a pas de vide juridique pour les squatteurs qui seront relogés, eux. On est dans un pays protecteur à bien des égards et effectivement parfois un peu trop
enfin, disons, un peu trop protecteur pour les locataires, y compris indélicats, et pas assez pour les propriétaires, c'est certain. Enfin là, c'est pas des locataires, c'est des squatteurs en l'occurrence, mais bon. Et puis, petite question, Madame la députée, peut-être que vous avez une idée. Les personnes qui sont spoliées de leurs biens immobiliers en ce moment disent qu'ils ont accumulé 8 000 € de dépenses de frais d'avocat et qu'ils continuent forcément à payer les notes d'électricité des squatteurs. Qui va payer pour tout ça, in fine ? Bah écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Si l'État a été rendu coupable de ne pas avoir rendu ou exécuté suffisamment rapidement des décisions de justice, il pourrait demander réparation à l'État. Néanmoins, vraiment le fait que cette maison soit un héritage est vraiment la clé du problème. Et c'est ce vice-là que vous souhaitez, dans les mois qui viennent, peut-être combler. Et effectivement, reste à savoir maintenant si la famille va demander réparation à l'État, parce qu'elle met en cause aussi la sous-préfecture. Oui, mais du fait, comme le dit la députée, que la loi ne prévoit pas le cas d'une maison métier, ils ne pourront pas se retourner vers l'État. Et comme, évidemment, les squatteurs, ils n'ont pas d'argent, sans doute, ce n'est pas eux non plus qui paieront. C'est bien le problème de tous ces sujets-là. Merci en tout cas, Madame la députée, de nous avoir apporté ces quelques précisions. On rappelle qu'il y aura demain une manifestation, qu'évidemment les appels au calme sont de rigueur. Vous y veillerez, ainsi que la gendarmerie. Et puis on va suivre, nous, sur les antennes d'Azur TV, évidemment, la suite de ce feuilleton 6 mois de squat, avec donc cette trêve hivernale qui se termine en mai. Et vous l'avez dit, peut-être la possibilité d'une sortie de crise bien avant. Merci beaucoup, Sereine Mauborgne, d'avoir accepté encore une fois notre invitation. On va passer à la Covid-19, mon cher Éric, et à la vaccination, avec un reportage dans quelques instants qui sera consacré à la vaccination des policiers. On parlera avec le député Éric Pauget aussi de sa proposition de déconfiner la ville d'Antibes et son agglomération. Mais d'abord, ce mouvement de grève qui a démarré dans le service de réanimation de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Autant dire que le personnel soignant, notamment les infirmières et les infirmiers, sont à bout sur place. Marion Colangelo. La réa en grève. Ce vendredi matin, les infirmiers et aides-soignants du service réanimation ont décidé de dire stop. En première ligne sur le front de la crise sanitaire depuis 1 an, ils souhaitent désormais plus que des mots, une véritable reconsidération de leur salaire. On a le même salaire que tous les autres personnels de l'hôpital, sauf que nous utilisons des techniques qui sont beaucoup plus de pointe, avec du matériel très spécifique, des prises en charge qui sont complexes. C'est pour ça que du coup on demande une revalorisation de notre salaire de par la spécificité vraiment de la réanimation. Une spécificité qui a été mise en lumière à travers cette crise sanitaire. Beaucoup de difficultés à trouver du personnel qualifié pour venir en renfort des équipes. Ça a été compliqué de nous porter renfort puisqu'il a fallu augmenter nos capacités de lit assez rapidement. Et du coup, vu que la formation de ces gens-là s'est faite sur 1 semaine, alors que normalement on demande 6 à 8 semaines encadrées par des infirmiers experts, il faut compter au moins 1 an pour être un minimum à l'aise sur toutes les techniques qu'on peut rencontrer. Malgré la prime Covid versée à la suite de la première vague, pour le moment aucune valorisation du travail de ces services n'a été mise en place. Et pourtant, les efforts sont constants, crise ou pas crise. On prend en charge des malades avec des défaillances multiviscérales, avec des techniques de pointe. Cela demande des connaissances pointues et poussées sur la physiopathologie et les médicaments, etc. Et du coup, on accompagne également aussi beaucoup les familles, car le pronostic vital des malades est engagé pour la plupart du temps et la mort souvent côtoyée. Après cette première action, d'autres devraient s'enchaîner avec un mouvement national. On a déjà commencé à se mettre en lien donc avec une trentaine de réanimations un peu partout en France, et le mouvement est en train de grossir. On est en train d'essayer de se fédérer autour donc de ces revendications communes, et aux alentours de la mi-mai, il va y avoir donc un mouvement d'ampleur un peu plus nationale qui est en train de se mettre en place. Un mouvement populaire auprès du public qui a reçu le soutien de la direction et de l'Agence régionale de santé. Voilà, des soutiens, donc direction, agence régionale de santé, c'est pas rien quand même, ça peut être vite plus qu'un caillou dans la chaussure du gouvernement. Si là, les services de réa en France se mettent en grève,
c'est problématique quand même. Ah bah c'est plus que problématique puisqu'on a besoin évidemment de la réanimation, de l'hospitalisation, mais de la réanimation avec cette crise sanitaire. Donc évidemment là, si un bras de fer qui dépasserait notre région sud s'engageait entre le gouvernement et le personnel soignant réanimateur, là, on irait assez vite dans le mur et on ne voit pas comment le gouvernement pourrait faire l'économie de ne pas céder aux revendications. Parce que là, si les services de réanimation se mettent en grève, même si on connaît le professionnalisme de ces soignants et on n'imagine pas qu'ils laisseront leurs patients comme ça, mais là, il y a quelque chose qui peut être une étincelle et se répandre partout dans le pays. Les chiffres sont un petit peu meilleurs dans certains territoires du département des Alpes-Maritimes, les Alpes-Maritimes en général, mais notamment sur l'agglomération d'Antibes où le taux d'incidence est de 221 et donc eh bien, là-bas on aimerait bien que le territoire soit déconfiné un petit peu avant tout le monde. C'est ce que propose en tout cas le député Les Républicains de la circonscription concernée, Éric Pauget. Il a écrit au Premier ministre en ce sens. Et nous allons retrouver tout de suite Éric Pauget. Bonsoir Éric Pauget, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous demandez donc à ce que le territoire antibois soit déconfiné. Écoutez, moi je propose d'aller au bout de la démarche de déconfinement territorialisé qui est elle-même proposée par le Premier ministre, puisqu'il l'avait annoncé il y a quelques semaines, et qui a été reprise hier au soir par l'Élysée, par le président Macron, puisque les deux ont dit qu'ils étaient favorables à avoir des déconfinements territorialisés. Et étant donné que nos résultats sont au vert et sont bons sur Antibes et sur le bassin sophiapolitain, puisque je rappelle qu'on est passé à 221 pour 100 000 de taux d'incidence, alors que ce qui a été retenu par le gouvernement, c'est 250 pour 100 000. On est passé à moins de 5% de taux de positivité, alors que ce 5% avait été retenu comme un seuil d'alerte par le gouvernement, et nos hospitalisations sont en baisse. Donc ça veut dire que nos résultats sont bons, on le doit aux sacrifices qui ont été faits par nos concitoyens sur ce bassin antibois, on le doit à l'implication des élus locaux qui ont fait preuve de beaucoup de rigueur dans la mise en œuvre du confinement au cours des dernières semaines, et donc à partir du moment où on a ces bons résultats, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas au bout de cette logique et que les premiers confinés, les premiers à avoir subi des contraintes restrictives ne soient pas les premiers à sortir de ce confinement. Mais pourquoi ne pas attendre simplement les annonces gouvernementales? Il nous reste finalement peu de jours, semaines à vivre en confinement. Est-ce qu'on ne peut pas jouer le jeu jusqu'au bout? Mais moi, je me cale uniquement par rapport à ce que j'ai entendu hier au soir du président Macron, qui lui-même parle d'un allègement territorialisé de confinement. À partir du moment où les résultats sont bons. Nous, nos résultats sont bons. Et je vous rappelle quand même en parallèle qu'on a une économie qui est exsangue, on a des commerces dits non essentiels qui n'en peuvent plus. Et moi, je pense que tout ce qui est du domaine du plein air, notamment les terrasses de café ou de restaurants en plein air, les restaurants de plage où on est en plein air, un certain nombre d'activités pourraient, avec des protocoles sanitaires très rigoureux et très stricts, permettre un retour progressif à la vie normale et dès début mai. Je ne parle pas de le faire pour demain. L'idée, ce serait de caler par rapport à ce qu'a annoncé le gouvernement. On est en confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. Ils ont confirmé hier au soir que les écoles, collèges, lycées réouvriraient dès la semaine du 3 mai. Moi, je pense que pour cette semaine du 3 mai, on doit être en mesure, si on va au bout de la logique de ce qu'a annoncé le président Macron hier, on doit pouvoir déconfiner de manière territoriale et ciblée sur un bassin de vie, même à l'intérieur d'un département. Mais alors, donc ce que vous dites, c'est que dès le 3 mai, on pourrait rouvrir les restaurants, c'est ce que vous demandez. Pourquoi ne pas le demander pour tout le restaurant. Les terrasses, oui, bien sûr. Pourquoi ne pas le demander pour tout le département, puisque les résultats sont plutôt bons, y compris même sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur? Mais parce que les résultats ailleurs dans le département restent au-dessus des seuils fixés par le gouvernement. Je rappelle que le seuil principal, c'est ce qu'on appelle le taux d'incidence. Il a été fixé à 250 pour 100 000 pour déclencher le confinement. Nous, aujourd'hui, sur le bassin antibois, on est à 221 pour 100 000. Et je pense que ce résultat va encore s'améliorer dans les jours qui arrivent. Donc, au vu de ces résultats positifs qui sont en dessous des seuils proposés par le gouvernement, ça serait logique qu'il y ait ce juste retour d'un déconfinement territorialisé qui est proposé par le gouvernement.
Merci beaucoup, Éric Pauget. Vous avez donc écrit à Jean Castex. On va voir si votre courrier reste lettre morte ou pas. À n'en pas douter, il sera interrogé sur la question. Et je rappelle que vous plaidez donc pour un déconfinement assez rapide sur le territoire antibois où les résultats sont repassés dans le vert. Merci encore. Vous étiez accompagné de Claudia Olivier. Autre annonce qui a été faite également hier, c'est l'ouverture de la vaccination aux policiers et aux enseignants de plus de 55 ans. Alors, vous le savez, dans les Alpes-Maritimes, justement, eh bien, on les vaccine depuis quelque temps. Certaines communes ont ouvert la vaccination aux enseignants et aux forces de l'ordre, sans même de question de tranche d'âge. On a quand même demandé aux principaux représentants des profs et des policiers ce qu'ils en pensaient. Le reportage est signé Alexis Ricard. Jean Castex l'a annoncé hier, les professions les plus exposées seront maintenant prioritaires dans le cadre de la campagne de vaccination. Pour ce faire, des créneaux dédiés seront ouverts dès ce week-end. Pour autant, la mesure est relativisée par certains professionnels concernés. En effet, pour en bénéficier, il faut être âgé d'au moins 55 ans. C'est faux de dire que les enseignants vont être prioritaires pour la vaccination. Parce que la vaccination, depuis lundi dernier, est déjà ouverte aux plus de 55 ans. La seule chose qu'on veut bien nous concéder au bout de tant de mois, c'est simplement d'avoir des créneaux dédiés. Et même ces créneaux dédiés, il y a quand même beaucoup à en dire. Parce qu'un créneau, un lieu de vaccination par département, c'est vraiment très, très peu. On a fermé les écoles et on a obligé tout le monde à prendre les vacances sur cette zone. Il aurait fallu profiter justement de ces 15 jours pour organiser une véritable campagne de vaccination pour que justement à la reprise, on ait pu avancer. Mais là, rien n'est fait. On a compris qu'il y aurait, oui, bel et bien vaccination, mais pour les policiers, seulement à partir de l'âge de 55 ans, ce qui laisse quand même 96 000 policiers sur la paille en termes de vaccination. Donc on ne va pas assez loin. Comment mettre en place la distanciation dans notre métier ? C'est pas possible, qu'il s'agisse de contrôle d'identité ou lorsqu'il s'agit également d'interpellation. Nous sommes au contact direct de ces personnes que nous interpellons par définition et donc de notre point de vue, nous faisions partie des métiers prioritaires. Vous savez, à l'instar des pompiers, les policiers nationaux et municipaux auraient dû être vaccinés, bénéficier de cette vaccination au même moment que les pompiers, pour être très clair. Donc il faut aller plus loin, il faut aller beaucoup plus vite. Les initiatives de certains élus locaux sont au contraire saluées. La demande est claire, une véritable priorité sans condition d'âge. Je remarque qu'il y a ici, sur la Côte d'Azur et notamment sur les Alpes-Maritimes, des élus qui ont fait preuve de courage, notamment David Lisnard, le maire de Cannes. J'ai eu l'occasion de le remercier personnellement parce que je crois que c'est effectivement un acte de courage. Sébastien Leroy à Mandelieu également a consenti à ouvrir la vaccination à tous les policiers sans limite d'âge. Il faut être beaucoup plus généreux dans cette vaccination. Mais n'empêche que ce sont les maires qui, eux, ont réellement rendu prioritaires les enseignants dans pas mal de départements. C'est le cas à Cannes, où David Lisnard a vacciné les enseignants depuis un moment. C'est le cas sur Nice. Je n'ai pas 55 ans, je ne suis pas atteinte de comorbidité, j'ai été vaccinée. Environ 400 000 personnes sont concernées dans l'état actuel des choses. En France, près de 17,5% de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Et quelques informations en bref. D'abord, la vaccination. On a passé le cap du million de premières injections en région Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui, selon les chiffres de l'ARS. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué pour la seconde injection, mais elles arrivent, 367 987. Éric, quelques mots de l'attentat de la basilique Notre-Dame. Oui, c'est une information, c'est une information de France Info. Vous vous souvenez de cet acte odieux du 29 octobre 2020. Un tueur s'était introduit dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, avait au couteau tué 3 personnes. Eh bien, ce tueur se dit amnésique, Nicolas. Il dit ne plus se souvenir de ces actes odieux. Il dit aussi ne plus se souvenir du voyage en Italie qui avait précédé ce terrible attentat. Du coup, bien, le juge demande une expertise psychiatrique qui pourrait durer 6 mois. Donc on se met à la place évidemment des familles et des proches. Le tueur serait amnésique.
Puis autre affaire polémique, cette fois-ci à l'université de Nice. Un syndicat étudiant a relayé le message d'un professeur qui, je cite, indique que suite à plusieurs demandes, il décale le QCM de 20h à 22h30, notamment pour accommoder la rupture du jeûne du Ramadan. Donc évidemment, réaction en cascade. Le député Éric Ciotti est monté au créneau. Le syndicat Uni qui a révélé l'affaire également. Et donc l'université qui a réagi et qui a dit qu'il s'agissait d'une initiative individuelle et qu'elle ne cautionnait pas évidemment non, mais elle ne cautionne pas la position prise par le professeur. C'est le mot employé, cautionner. Oui, elle ne cautionne pas. Mais elle devrait l'interdire. Elle devrait l'interdire. Cautionne pas, et elle rappelle dans un communiqué que nous avons nous aussi consulté qu'ils sont très attachés aux valeurs républicaines et laïques et que le seul critère d'organisation des examens sont et ne seront toujours que des critères pédagogiques et donc l'examen a été reporté, pas s'inédié, mais décalé en tout cas. Il sera organisé à des horaires classiques. Vous le savez, les étudiants sont passés en distanciel. L'économie, à présent, avec Florence Parly, la ministre des Armées, qui était, on en parlait hier avec Guilhem dans notre région. Elle est venue soutenir Airbus Hélicoptères, notamment en passant commande pour l'État. Manon Mujica. Elle apporte de bonnes nouvelles. Florence Parly s'est rendue sur le site d'Airbus Hélicoptères jeudi soir. L'État achète 8 Caracal, valeur totale 300 millions d'euros. Cela représente 3 ans de travail pour 960 salariés. Il n'y a que des morceaux. Alors, il n'y a pas que des morceaux, il y a des morceaux qui sont, déjà préassemblés. Hein. Il y a des modules et des fuselages qui sont prééquipés, par exemple l'installation des réservoirs. Une commande anticipée dont le motif est clair, soutenir ce fleuron de l'industrie et préserver l'emploi, alors que le marché de l'hélicoptère a chuté de moitié en 2020. La faute à la pandémie qui a cloué au sol les vols civils. C'est une décision en quelque sorte gagnant-gagnant, gagnant pour nos armées, gagnant également pour les industriels. Et puis gagnant pour ce site de Marignane, qui est un site industriel majeur. La ministre des Armées a également officialisé la commande d'un prototype de drone aérien. Il sera destiné à la Marine nationale. Ces annonces font partie d'un vaste plan de soutien à l'aéronautique de 15 milliards d'euros, dévoilé par le gouvernement en juin dernier. Voilà, le soutien de l'État, Éric, et vous vouliez nous parler d'une success story dans votre édito. Oui, je vais vous parler d'une success story, bien sûr, mais juste un mot, si vous le permettez, sur la défense. Sur la défense, vous savez que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, le budget de la défense française, qui en avait beaucoup besoin, a cru de nouveau de manière spectaculaire, puisque c'est 22% d'augmentation du budget de la défense depuis 2017, c'est énorme. Il faut remonter à Jacques Chirac, à l'époque où Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense, pour voir une telle progression du budget de la défense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers à l'extérieur de nos frontières et que ce budget, il devait être regonflé, d'où cette commande notamment d'hélicoptères. Alors, votre édito. Sur l'édito, oui, je vous parlais d'innovation hier, Nicolas, et je voulais, dans l'édito de ce soir, décliner un peu cette innovation dans la région sud. Vous connaissez peut-être Mobile Expo, qui est une société niçoise d'événementiel, qui est à l'arrêt, évidemment, comme tous les autres de son secteur à cause de la crise sanitaire. Eh bien, cette expo, dirigée et créée par Corinne Corentin, a eu une très bonne idée. Elle a décidé de créer une sorte de marketplace, un peu comme Amazon. Vous voyez, le géant Amazon dont on parle tellement au moment des ventes en ligne, eh bien, voici un nouveau modèle de marketplace dans le sud. Ça s'appelle mobileexposhop.com. C'est un mini Amazon dans le sud. Il y a déjà 70 enseignes de référencés, 200 produits locaux en ligne. Alors, les produits sont vendus à condition que ce soit des produits locaux. C'est donc la mise en relation, comme toutes ces plateformes de marketplace, entre les acheteurs potentiels et les vendeurs. En attendant, bien sûr, le salon ID Weekend qui se déroulera du 1er au 3 octobre prochain au port de Nice. Vous le voyez, dans la région sud, on manque peut-être de salons professionnels en ce moment, mais on ne manque pas d'idées. Et Corinne Christin, la fondatrice, a plus d'un tour de business dans son sac. À faire à suivre, cette marketplace concurrente à son niveau
d'Amazon. On lui souhaite bon courage. Mais avec l'argument local, ça peut fonctionner. Bien sûr. On parlait de défense tout à l'heure, on est allé sur l'économie et là on va évoquer le secteur du transport avec le dispositif Escale Zéro Fumée, l'électrification des ports de notre région. Eh bien, des branchements ont été réalisés ce matin au port de Marseille. Valentin Rodriguez. L'électrification des bateaux à quai, un procédé qui va devenir de plus en plus courant. À Marseille, le port bénéficie depuis 2019 de cette nouvelle technique. 3 postes à quai sont électrifiés, 3 ferries de la Méridionale et 3 navires de Corsica Linea sont équipés et peuvent se connecter à ces quais. C'est une connexion en haute tension, c'est ça qui est original et qui est difficile à faire. Pour un navire en escale commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption de l'alimentation électrique dans le navire, il n'y a pas de coupure ni de blackout. Et donc ce que l'on réalise depuis 2017, c'est cette connexion en haute tension, sans coupure, dans un temps très court, puisque ça dure un quart d'heure à 20 minutes. Tous les matins, quand les bateaux arrivent, ils peuvent se connecter au réseau électrique, couper leur groupe électrogène qui produit l'électricité à bord. Et tous les soirs, ils se déconnectent et ils peuvent repartir pour leur navigation. Selon la région Sud, la part du secteur maritime est estimée entre 10 et 15% du total des pollutions atmosphériques à Marseille et jusqu'à 40% pour les oxydes d'azote. Ce nouveau dispositif, intitulé Escale Zéro Fumée, vise à réduire ces chiffres. Globalement, on estime qu'un navire comme cela qui le matin arrive sur les coups de 7-8 heures du matin et partent le soir vers 18-19 heures, c'est comme si on enlevait 3000 voitures sur l'autoroute entre Aix et Marseille et qui font l'aller-retour entre Aix et Marseille. Des branchements à quai financés par la région Sud dans le cadre du plan climat régional Une COP d'avance, une enveloppe globale qui est évaluée à 30 millions d'euros. On a aujourd'hui avec Enedis un partenaire qui nous a permis d'amener les câbles qui nous permettent de transporter l'énergie qui va être ventilée sur les différents quais du port. Et aujourd'hui, cette année, on a directement la Méridionale et Corsica Linea, c'est-à-dire 1100 escales vers la Corse qui seront aujourd'hui électrifiées en quelque sorte. Et donc, nous n'aurons pas de pollution. La prochaine étape est la connexion électrique des escales internationales au Cap Janet à la fin de l'année 2022. Dès sa livraison, les navires qui le souhaiteront pourront se brancher à quai. Il faut savoir que c'est une étape supplémentaire qui est franchie. Ces navires consomment à peu près une puissance 2 fois supérieure à celle qu'on a sur la Corse, avec 5 MW pour les plus gros navires. Le dispositif permettra à l'horizon 2025 d'alimenter en électricité un paquebot de croisière en escale, une première en France et en Méditerranée. Voilà pour donc l'électrification des quais dans notre région, pas la première étape, mais la poursuite du processus. Nous allons parler de la jeunesse maintenant, mon cher Éric, puisque nous sommes en direct avec Sidney Grave, qui est responsable des relations associations chez Delta France Association. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. En début de semaine à Marseille, vous avez lancé une opération qui porte bien son nom, les états d'urgence de la jeunesse, avec 10 propositions concrètes que vous faites au gouvernement. Près de 400 associations étudiantes, des associations de jeunes, plus généralement dans tous les domaines, font partie du mouvement, parce que vous considérez que depuis un an, vous êtes à votre façon en première ligne et que vous souffrez de cette crise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on a remarqué qu'il y avait pas mal de problèmes avec toutes les crises qui ont été insufflées par le Covid, en fait. Et par la Covid, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'on a monté les états d'urgence de la jeunesse. Alors moi, à mon travail, du coup, je m'occupe des relations avec les associations étudiantes en France et en Europe. Et on a eu pas mal de retours des assos en France qui nous disaient qu'il y avait des problèmes en fait dus au lien social, dus au projet de vie, etc. En fait, et maintenant c'est très compliqué d'arriver à se projeter pour les étudiants, c'est très compliqué pour un lycéen d'arriver à se projeter pour aller à la fac, à l'école, c'est compliqué pour quelqu'un qui est à la fac d'arriver à se projeter sur son avenir, sur l'avenir professionnel. Et on a des gros problèmes de liens sociaux qui impliquent des problèmes de dépression. Donc qu'est-ce que vous demandez en fait au gouvernement dans ces 10 propositions? Dites-nous un peu quelles sont les pistes que vous souhaitez leur soumettre.
Entre autres, on propose la réouverture des musées, par exemple. Alors, on parle de la réouverture du musée parce qu'on a les transports en commun qui sont bondés partout et on ne peut pas laisser les musées ouverts alors qu'avec un protocole sanitaire, ça serait beaucoup plus facile de le faire. De faire venir les gens en tout cas là-bas. Après, on a aussi une proposition qui parle de créer des ZUT, c'est des zones d'urgence temporaire, donc des lieux sur lesquels on pourra faire des événements qui sont des lieux fermés ou avec un protocole aussi sanitaire strict. On a aussi pas mal d'autres propositions comme les cours en extérieur. On propose, surtout avec les beaux jours qui arrivent en ce moment, de faire des cours en extérieur pour que les jeunes puissent se retrouver. On a aussi une aide aux jeunes. On aimerait bien élargir l'aide aux jeunes de manière un peu plus large pour que tout le monde puisse y avoir le droit. Mais je ne vais pas vous faire toutes les propositions. Non, bien sûr, non, mais on a compris l'esprit. En tout cas, c'est du concret. Et en fait, ce que vous souhaitez également maintenant, c'est d'être reçu finalement. Est-ce que là, les choses avancent? Est-ce que vous allez pouvoir soumettre en main propre aux ministres concernés vos propositions? Écoutez, les choses avancent plutôt bien. Olivier, le président, du coup, qui n'a pas pu être là ce soir, est en ce moment justement avec une secrétaire d'État qui va pouvoir, je l'espère, faire avancer les choses sur le sujet. On a pas mal d'élus qui sont avec nous aussi et qui suivent ce mouvement-là. On a aussi l'UMI, c'est le syndicat des bars, hôtels, restaurants, discothèques en France. On a vraiment beaucoup de structures avec nous. Il y a 1000 structures. En dehors après le manifeste qui est sorti du coup mercredi, on a eu 400 structures signatrices. Donc on commence à avoir beaucoup de monde et on compte sur les médias comme vous. D'ailleurs, merci beaucoup de m'inviter ce soir. On compte sur des médias comme vous pour pouvoir faire avancer les choses aussi et faire un peu plus de bruit et qu'on puisse faire avancer les choses nationales et amener tout ça au gouvernement. Et je l'espère faire avancer les choses rapidement. Une dernière chose, sur la question de la vaccination, est-ce que vous souhaitez que les étudiants y aient accès également ? Bien sûr, après nous ce qu'on voudrait, c'est surtout montrer qu'on n'a pas besoin de vacciner toute la population pour commencer à réouvrir la culture. Et en tout cas, pour le lien social et la culture, on pense surtout qu'à partir du moment où les personnes les plus à risque, donc plus de 60 ans, seront vaccinées et les personnes à comorbidité seront vaccinées, la culture pourra réouvrir petit à petit et que le lien social pourra se faire, ce qui est quand même la base humaine. Sans lien social, on se retrouve vite à avoir des états dépressifs comme les étudiants en ce moment, avec des taux de suicide qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc en tout cas, ce qu'on espère, c'est que vacciner ces personnes-là les plus à risque pour qu'on puisse ouvrir petit à petit et ouvrir rapidement au plus de monde possible pour qu'on puisse avancer rapidement. Merci beaucoup Sidney Grave, responsable des relations associations chez Delta France Association, donc pour cet état d'urgence de la jeunesse qui est désormais décrété. Merci et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Je vous emmène dans le Var à présent, Eric, où un collectif qui s'apparente à celui des Gilets jaunes, on ne va pas se le cacher, a investi un terrain pour y faire pousser des légumes, par exemple, pour donner aux plus nécessiteux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires du terrain. Thomas Bernabé. Des plantations pour les plus démunis, c'est le pari d'un collectif de citoyens de la Seine-sur-Mer. Sur cette ancienne ferme inoccupée depuis de nombreuses années, 1500 plants de salade, courges, melons ou encore courgettes ont été plantés afin d'être distribués aux associations Sanary Solidarité et au Secours Populaire. Ce projet nous est venu en tête parce que, vu ce qui se passe actuellement, et moi étant beaucoup un petit peu auprès de certaines associations caritatives, je vois qu'elles ont d'énormes difficultés. On parle beaucoup des problèmes des jeunes, des retraités, des familles monoparentales. Ce terrain étant inoccupé depuis de très nombreuses années, étant un terrain agricole, on trouvait tout à fait normal d'occuper celui-ci. Un acte d'altruisme, mais une occupation qui n'en demeure pas moins illégale, car le terrain n'appartient pas au collectif. Aucune demande en bonne et due forme n'a été déposée par les organisateurs, qui espèrent tout de même être soutenus dans leur action. Depuis que ce terrain est inoccupé, il est resté inculte. La mairie, lors de la précédente campagne municipale, elle avait dit par ailleurs qu'il serait intéressant de conserver les dernières terres agricoles du pays. Nous, non seulement on tente de les conserver, mais en plus on les propose
aux gens qui en ont besoin. Alors, même si un jour un projet se fait, ça n'empêche pas qu'en attendant, on puisse en faire mieux que de regarder l'herbe pousser. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de manger des légumes parce que cette nourriture, faut beaucoup de personnes. Eh bien, c'est un luxe. En fin de journée, la mairie de la Seyne-sur-Mer nous a informé qu'une intervention policière et technique était déjà prévue dans les prochains jours afin de retourner la terre et de rendre le terrain inutilisable. Voilà. Oui, alors c'est une action généreuse, mais ça me rappelle les confessions de Jean-Jacques Rousseau et cet épisode où un précepteur et son élève viennent, défrichent un champ entier, voyez, plantent des melons, et puis une fois que les melons ont grossi, ils reviennent, et puis la petite fille est en larmes parce qu'en fait d'autres sont venus et ont défriché le champ qui n'appartenait ni au précepteur ni à la petite fille qui avait planté les melons. Voilà, ça me fait penser exactement à cet épisode. C'est un peu ça, c'est vrai. C'est un peu ça, voilà. L'idée est belle, elle est rousseauiste, maintenant elle est illégale. Guilhem est avec nous. Je ne sais pas s'il est rousseauiste, je n'en doute pas. Voilà. Si, sans doute. Vous savez bien que, en tout cas, alors, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt, c'est ça Jean-Jacques Rousseau. Une réaction peut-être, Guilhem, on va philosopher à 19h10, fin de semaine, comme ça sur Azure TV. Philo, en fait, le vendredi soir, il fallait me prévenir. Bon, écoutez, en tout cas, on va parler de choses très terre à terre avec vous, comme souvent, Guilhem. D'abord, peut-être un mot sur la visite d'Olivier Véran, qui était qui est à Manosque, je crois, aujourd'hui. Oui, dans les Alpes de Haute-Provence. Et vous l'avez suivi, tout à fait. Oui, effectivement, Olivier Véran qui s'est déplacé, qui bien évidemment est venu visiter un centre de vaccination du 04 pour montrer que la vaccination était en cours. Il faut y voir aussi un acte sans doute un petit peu plus politique. Le département des Alpes de Haute-Provence est celui de Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur. Et Christophe Castaner repart un petit peu en campagne dans son département d'origine. Et on peut y voir sans doute la préparation d'un terrain électoral en vue des prochaines élections législatives quand elles auront lieu. Je pense que Christophe Castaner ambitionne de redevenir député de son département. Et d'ailleurs, Christophe Castaner qui a aussi fait savoir, puisqu'on parle de vaccins et des Alpes de Haute-Provence, qu'il s'était fait vacciner avec l'AstraZeneca il y a quelques jours et qu'il y avait bien évidemment moins de risques à se faire vacciner avec l'AstraZeneca que d'attraper le virus, le fameux rapport entre le bénéfice et le risque. En tout cas, campagne de promotion du ministre de la Santé Véran, accompagné de Christophe Castaner aujourd'hui dans le 04. Et puis alors, là, vous allez vraiment m'intéresser parce que demain, très beau supplément. C'est demain ou c'était aujourd'hui d'ailleurs C'est bien demain, non C'est bien demain, ouais, voilà, c'est ça. Sur l'occupation des minots, des pitchouns, parce que on est en vacances, le week-end arrive, et donc vous vous êtes attelé à un très beau supplément. Oui, alors on est parti du constat que les vacances allaient durer longtemps cette fois-ci pour les parents, les enfants et puis parfois même les grands-parents. Elles ont commencé un peu plus tôt, elles vont se poursuivre avec de l'école à distance, mais on sait très bien que dans les faits, les enfants se retrouvent à la maison et on a pensé donc justement à ces parents et à ces grands-parents qui attaquent cette deuxième semaine de vacances et qui ont besoin parfois d'idées, de conseils, de pistes pour occuper les enfants qui soit on les laisse seuls et ils se retrouvent devant la télé ou sur une tablette ou un téléphone, soit on prend les choses en main, puis on a déniché comme ça quelques idées, des expositions à voir en ligne par exemple, et à regarder en famille, des jeux à faire en famille également pour apprendre en s'amusant. On propose un quiz aussi de la grande histoire de la Provence, parce que la Provence ici est une région riche, et on s'intéresse à la naissance de Nostradamus, on s'intéresse à la création de Marseille il y a 2600 ans, donc voilà, pas mal de choses pour s'amuser et apprendre, et ça fait toujours pas de mal de passer un moment en famille, voilà, autour de loisirs simples parfois. On va l'acheter. Oui, non, bien sûr, on va acheter. Surtout que moi, j'ai un enfant que ça va intéresser. Mais Guilhem, c'est pas un cahier de vacances. On l'a compris. Y a pas, on n'est pas en train de faire des devoirs. Là, on découvre. Non, il n'y a pas de maths, pas de français, mais par contre on découvre et puis on donne. Alors c'est vrai que c'est difficile de se déplacer en ce moment, il y a cette restriction de déplacement de 10 km, mais mine de rien on propose là aussi quelques sites à découvrir. Alors on ne pourra peut-être pas les découvrir tout de suite, mais peut-être que d'ici un mois ou deux, voilà, on aura nourri l'espoir d'une balade en famille dans les plus beaux sites de notre région. On fait un tour d'horizon des choses immanquables à voir et puis c'est l'occasion de préparer comme ça le retour à une vie normale qu'on espère le plus rapide possible.
Eh bien, merci Guilhem. Merci, Passez Guilhem. un bon week-end donc avec ce supplément que vous connaissez déjà par cœur. Mais si on s'aventure en Provence, eh bien, on le suivra avec beaucoup d'attention. Merci. À la semaine prochaine, Guilhem. Bon week-end à vous. Bon week-end. C'est l'heure des Azuréens du bout du monde, mon cher Eric. Et alors là, on est vraiment dans l'actu parce que vous savez que les liaisons avec le Brésil sont interrompues. Il y a un petit problème de la Guyane quand même qui reste en suspens, mais on a choisi d'interroger un Raphaélois d'origine. C'est Claudia Olivier qui a rencontré Benjamin, installé au Brésil, et qui va nous raconter un petit peu comment le pays traverse cette période de crise avec une épidémie qui flambe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Azuréens du bout du monde. Ce soir, on va retrouver Benjamin qui se trouve actuellement au Brésil. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Claudia. Vous êtes originaire de Saint-Raphaël et maintenant ça fait à peu près 6 mois que vous vous trouvez actuellement au Brésil. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, suite au Covid, beaucoup de choses ont changé dans ma vie et notamment après un confinement en Argentine qui a été très différent de celui qu'on connaît au Brésil ou en France. Je m'occupe de ma fille de 3 mois, donc voilà ce que je fais. Je suis en congé paternité pour l'année qui vient. Avec plus de 13 millions de cas et 360 000 décès, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé du monde après les États-Unis. Les chiffres ont également explosé ces dernières semaines. Comment pouvez-vous décrire l'ambiance générale du pays actuel? Il faut faire un rappel, c'est que le Brésil, c'est une république fédérative. Donc il y a l'État fédéral, un peu comme aux États-Unis, si vous voulez, avec le gouvernement. Ensuite, il y a les États eux-mêmes et il y a les municipalités. Moi, je peux vous parler du niveau local, c'est-à-dire les États et les municipalités dans lesquels je vis. On réside entre Rio de Janeiro et Bahia, où je suis en ce moment. L'ambiance, elle est difficile. Les rues sont vides comparativement à d'habitude et les gens font très, très attention. Ils ont très peur. Et quelles sont les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement de Jair Bolsonaro pour lutter contre la pandémie? Il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr les masques, le gel hydroalcoolique, tout ce qu'on voit, les prises de température. Mais il y a des choses qu'on entend beaucoup moins. C'est un confinement le week-end, du vendredi de 5h de l'après-midi jusqu'au lundi à 5h du matin, avec un contrôle de la police militaire qui est très, très dur. Et de l'autre côté, on a un confinement tous les jours qui est adapté selon les régions. Et est-ce que la pandémie a-t-elle été minimisée par les autorités? Non. Au niveau local, État, ville, ça a été fait main dans la main et ils ont tout fait ensemble pour améliorer la réalité. Le Brésil a une histoire de bien gérer ses pandémies. Celle-ci a été une catastrophe, notamment parce que les précédentes ont été gérées par l'État fédéral, l'État gouvernemental qui donnait la direction à suivre. Récemment, cette semaine même, le Premier ministre français a décidé de suspendre les vols en provenance du Brésil. J'imagine qu'il y a beaucoup de ressortissants français. Quelle a été leur réaction? Beaucoup dépendent de leur activité économique en faisant des allers-retours vers l'Europe, donc c'est assez compliqué pour eux. Les gens sont évidemment très déçus d'être pointés du doigt dans ce cas-là, même s'il y a une réalité sanitaire. Donc, entre ceux qui sont sur le rush pour rentrer avant le 18 avril et les autres qui vont ensuite chercher des solutions pour revenir, éventuellement faire des quarantaines dans les pays où ils seront acceptés. On va parler de la campagne de vaccination. Est-ce que les Brésiliens sont prêts à se faire vacciner? Oui, le vaccin, c'est quelque chose qu'ils attendent énormément puisque le pays a été très endeuillé, au-delà des chiffres qu'on peut voir. Et bien sûr, ils en ont marre d'être le vilain petit canard dans les médias internationaux. Donc, ce qu'ils veulent, c'est juste revenir à une vie normale. Je vais vous poser des questions un peu plus personnelles. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie et votre travail? Pour moi, j'avais des opportunités donc, au Brésil qui m'ont malheureusement disparu du fait de la crise du Covid et de 6 mois d'activité très réduite. Et une dernière question, qu'est-ce qui vous manque le plus de la région PACA? Je peux en avoir 3? Oui, vous pouvez en avoir 3. Faire de la voile avec mes amis sur la Méditerranée, la frangipane, la galette des rois, surtout celle de chez Cochet à Saint-Raphaël, et
et enfin d'aller au Stade Mayol pour supporter le RC Toulon. Écoutez, merci beaucoup Benjamin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. N'hésitez pas à venir nous rencontrer dès que vous êtes de retour en France. Merci à vous et ce sera le cas dès qu'on pourra revoyager vers la France. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel Azuréen à l'autre bout du monde. Voilà, le RCT. Ouais, il aurait pu rajouter, ce qui me manque aussi, c'est le temps, parce qu'à Bahia, il pleuvait là, visiblement. Ouais, mais croyez-moi, il n'a pas à se plaindre, parce que je le connais un peu, ce jeune homme. Et regardez, ce sont ces images en plus. Pas mal au niveau cadre, mais bon, il est plutôt bien installé. Alors bon, là, en ce moment, effectivement, c'est vrai que la pandémie sévit très sévèrement au Brésil. C'est assez saisissant, n'empêche, l'ambiance qui raconte. Oui, on le sent grave, on le sent grave, on le sent tendu. Je voulais juste vous faire réagir sur le sentiment, effectivement, que les Brésiliens peuvent ressentir aussi, parce que tout le monde les pointe du doigt, et pas qu'en France en ce moment. Ça ne doit pas être facile à gérer, ça. Oui, non, c'est compliqué. Je crois qu'ils ont des taux de mort, de mortalité de 3500, 4000 personnes par jour. C'est colossal, même si la population est très importante. Et puis il y a, ce qui les pointe encore plus du doigt en ce moment, et c'est la raison pour laquelle les liaisons entre le Brésil et la France ont été supprimées. C'est ce fameux variant brésilien dont on se méfie beaucoup, comme on s'est méfié du variant anglais. Mais c'est vrai, c'est une façon de plus de stigmatiser le Brésil et ses habitants, de mettre en garde maintenant toutes les populations européennes contre ce variant brésilien. Alors, on devrait pouvoir évoquer... Elle est là avec Cindy Benlekal qui est avec nous, chargée de communication pour l'ONF Alpes-Maritimes et Var. Bonsoir, très heureux de vous accueillir pour parler de cette belle initiative, en tout cas tenter de protéger le massif de l'Estérel, ces 6000 hectares avec sa diversité. Dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites, vous lancez une campagne de financement participatif qui s'appelle « Des forêts et des hommes ». Je l'ai dit, l'idée, c'est de protéger ce joyau qu'est l'Estérel, finalement. Bonsoir. Oui, donc l'idée est effectivement de protéger ce joyau qu'est l'Estérel. Donc nous lançons une campagne de financement participatif à compter du 18 avril, donc la Journée internationale des monuments et des sites, jusqu'à fin juin. Donc cette campagne, elle est lancée en partenariat avec le fonds de dotation ONF Agir pour la forêt. Elle est effectivement nommée des forêts et des hommes. Et l'objectif de cette campagne, c'est donc de protéger durablement les espaces naturels sensibles en organisant l'accueil des visiteurs sur des sentiers balisés. Donc cette initiative, elle est née de l'agence territoriale Alpes-Maritimes Var. Et l'ONF, donc l'Office national des forêts, va s'engager pour la réfection de 3 sentiers mythiques, donc le Dramont, le Rocher de Saint-Barthélemy et le Ravin du Malin-Ferné. Donc sur le massif de l'Estérel, le projet qui s'articule autour de 5 actions. Donc restaurer des sentiers afin de promouvoir des itinéraires touristiques présentant un intérêt écologique et paysager particulier. Canaliser la fréquentation des usagers sur des sentiers balisés afin de protéger ces espaces dits sensibles parce qu'ils abritent à la fois des paysages typiques des chaînes cristallines de Provence, une faune fragile et une flore qui méritent des programmes de gestion particuliers pour la valeur patrimoniale des milieux naturels et des espèces qu'ils hébergent, notamment la tortue d'Hermann, mais aussi des couleuvres, des lézards ocellés, des aigles de Bonelli et des circaètes Jean Leblanc et des cerfs et laves. Et le dernier objectif de cette campagne, c'est donc préserver cette mosaïque de milieux qui vont des plus riches aux plus fermés, donc à la fois les milieux forestiers, les éboulis, les pelouses, le maquis et bien d'autres. Une question sur les menaces qui planent sur le massif aujourd'hui. C'est quoi la menace numéro 1 ? Alors la menace numéro 1, c'est à la fois la forte fréquentation touristique, mais aussi le risque d'incendie
et l'intensification des épisodes méditerranéens dus au changement climatique. Donc toutes ces menaces, en fait, elles aggravent l'érosion des sols, elles bouleversent aussi les milieux et les paysages et rendent donc ce patrimoine exceptionnel vulnérable, ce qui nécessite une attention permanente des forestiers, d'où l'idée de cette campagne de financement participatif un peu innovante. Comment on fait alors pour vous aider si on veut donner comment on peut vous soutenir? Alors, on a un fonds de dotation en fait qui s'appelle ONF Agir pour la forêt. Et donc, il est possible en fait de donner directement en passant par le site du fonds qui est www.onf-agirpourlaforêt.fr. Et donc, cette campagne, elle s'adresse aussi bien au grand public qu'aux entreprises. Et ça permet effectivement pour les entreprises de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant du don pris dans la limite de 20 000 € ou de 5% par mille du chiffre d'affaires de l'entreprise, ou pour les particuliers, lors de la prochaine déclaration d'impôt, donc il est possible de déduire des impôts sur le revenu 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. Et donc la campagne, elle dure jusqu'à fin juin, mais elle sera la campagne de pub, mais effectivement, elle sera prolongée dans le temps, donc il est possible de participer effectivement sur la durée. Merci beaucoup en tout cas Cindy Benlakeal, chargée de communication pour l'ONF Alpes-Maritimes et Var. Vous pouvez protéger donc le massif de l'Estérel qui est quand même un joyau de notre région et de notre pays. Tout simplement, à très bientôt sur les antennes d'Azur TV. Avant de parler basket, parce que ce soir les Sharks affrontent Nantes sur l'antenne d'Azur TV avec, on l'espère, une victoire à la clé. On va se faire plaisir. Voilà, regardez, tac, prise d'antenne 19h40. Coup d'envoi à 20h, mais on en reparle juste après. Ce petit reportage consacré à la pizza. On a un champion sur notre territoire, champion de la pizza. Je me suis dit, et Stéphanie Mossman s'est dit qu'avant le week-end, ça nous ferait du bien de nous mettre un peu en appétit. Des produits locaux, de qualité, une bonne cuisson et une poignée de créativité. Farid Segari, lui, apporte sa patte. À la pâte, la base incontestée d'une bonne pizza. Elle est composée de farine, de sel, d'un peu de levure et d'eau. Mais obtenir une pâte parfaite, c'est tout un art. Et son premier secret à Farid, c'est le choix de la farine. Nous, on travaille ici avec une farine semi-intégrale, moulue à la pierre. Cette farine, on fait une fermentation de 24 voire 48 heures. Et là, on obtient une cuisson parfaite. La pizza, on peut la tenir. Voilà. C'est croustillant. C'est vide à l'intérieur, c'est moelleux. Voilà, c'est tout le secret, ça vient de la fermentation de la pâte. Et si Farid en parle si fièrement, c'est qu'il en enfourne depuis plus de 40 ans. Pourtant, le chef s'était d'abord destiné au métier de prothésiste dentaire, avant de se prendre d'amour pour la spécialité italienne. Et après 7 années de participation au championnat, il décroche la première place lors de la finale en 2018. C'était un rêve. Parce que aller faire un concours avec 160 finalistes à Paris, sachant qu'un seul parmi les 160 qui sont quand même de très bons pizzaiolos, c'est un rêve pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai mis quelques jours pour redescendre sur terre. J'étais vraiment dans le, comme on dit, dans le 7e. Roberto, une salmone. 3 ans plus tard, Farid dirige son deuxième restaurant qu'il a ouvert en février dernier à Cannes-la-Boca. Allez, Regina. Allez, Regina. Aujourd'hui, il invente lui-même ses combinaisons au gré des saisons et de ses envies. Des plus créatives, comme sa pizza aux crevettes bleues de Calédonie, qui lui a valu son titre de champion de France. Au plus traditionnel, le chef est même devenu consultant au Centre national de formation de pizzaiolo à Aix, qui attend l'été pour travailler sur des pizzas sushi avec filet de rouget ou tartare de thon frais. Pour la pizza, il faut toujours être créatif, il faut toujours faire innover, changer toujours de carte, essayer de voir ce qui va, ce que les gens recherchent. On sait que ça fait quelques années maintenant, les gens ils se retournent un petit peu vers la culture un peu asiatique, en mangeant des sushis, en mangeant des plats asiatiques. Voilà, donc on essaye de faire des pizzas qui rappellent un petit peu l'Asie. Elle est prête, la chicken thai. Il y a la mangue.
Voilà. Ah bah ça donne faim, c'est bientôt l'heure. Hein. Bah, il est 19h28. Champion de France. Vous avez 10 minutes pour engouffrer votre pizza et pour ensuite commencer à perdre les calories ingérées donc avec le basket sur l'antenne d'Azur TV. Donc ça concerne uniquement les Alpes-Maritimes. Ce match donc entre les Sharks d'Antibes et les Hermines de Nantes. Prise d'antenne 19h40 donc sur Azur TV. Sébastien Serrano, Jérôme Alonso. Début du match à 20h avec les commentaires de Valentin Tchéky et François Paturle. On espère que les Sharks vont enfin gagner sur l'antenne d'Azur TV parce que pour l'instant on leur porte pas chance et ça m'embête vraiment. Donc ce soir c'est victoire impérative, messieurs. Merci Eric. Merci beaucoup Nicolas, bon week-end. Bon week-end. Merci également à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Michael Fernandez, Fabrice Justo, Philippe Caudet, Stéphanie Mossman et bien sûr les journalistes dans nos 3 rédactions du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi.